Salut à tous! Le matin du 1er mai 2026, 3 cargos russes ont disparu des radars avant de réapparaître à l'intérieur de l'Iran. Ce qu'ils transportaient pourrait changer tout le cours de la guerre. 3 navires, un port, 24 heures et tout l'appareil de renseignement occidental qui se démène pour comprendre ce qui vient de traverser une mer qu'ils croyaient surveiller. Ce n'était pas le golfe Persique, pas la mer d'Arabie, pas un secteur situé près de la ligne de blocus de la marine américaine. C'était une étendue d'eau complètement différente, une mer que la plupart des gens qui suivent ce conflit n'ont jamais vraiment prise en compte. Et c'est précisément là tout l'enjeu. Apparemment, dans la version stratégique des salles de presse, une carte ne compte que si elle entre proprement derrière un slogan de campagne. Le port en question est Bandar Anzali, situé sur les rives sud de la mer Caspienne, sur la côte nord de l'Iran, profondément à l'intérieur d'un territoire où aucun navire de guerre américain n'est jamais entré, qu'aucun porte-avions américain ne peut atteindre sans traverser des nations souveraines qui ne l'autoriseront jamais, et qu'aucun blocus naval occidental ne peut légalement toucher. C'est ce corridor que la Russie et l'Iran construisent discrètement depuis 4 ans. Et en ce moment, au cœur de la confrontation militaire la plus explosive au Moyen-Orient depuis une génération, il fonctionne à pleine capacité. 3 navires en 24 heures, c'est pas un accident. C'est un système qui fonctionne exactement comme prévu. Et ce que ce système achemine actuellement vers l'Iran devrait inquiéter toute personne qui suit ce conflit. Il s'avère que la pression maximale sonne beaucoup mieux à un podium qu'au moment où cette pression doit traverser une mer enclavée. Pour comprendre tout le poids de ce qui vient de se produire, il faut revenir au point de départ de cette guerre. Les 3 navires arrivés à Bandar Anzali, le 1er mai, sont une conséquence directe des événements qui ont commencé le 28 février 2026. Ce jour-là, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes surprises, coordonnées contre l'Iran, visant des installations militaires, des infrastructures gouvernementales et, dans les premières heures de la campagne, assassinant avec succès le guide suprême Ali Khamenei, l'homme qui dirigeait la République islamique depuis des décennies. Les frappes ont été dévastatrices par leur précision et par leur ambition. Mais la réponse de l'Iran a été immédiate et elle a visé directement l'arme économique la plus puissante qu'un État ait jamais détenue à l'ère moderne. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement de vin est un mille entre le golfe Persique et la mer d'Arabie, par lequel passe chaque jour environ 1/5 de tout le pétrole maritime et du gaz naturel liquéfié du monde. L'Iran l'a fermé. Des navires du corps des gardiens de la révolution islamique ont commencé à arraisonner des navires marchands. Des mines marines sont apparues dans les voies de navigation. Des avertissements ont été adressés à tous les navires indiquant que le passage ne serait pas autorisé. En quelques jours, le trafic des pétroliers, qui tournait autour de 3000 navires par mois, s'est presque effondré. À la fin de mars 2026, seulement 154 navires avaient traversé le détroit pendant tout le mois. Le prix mondial du pétrole a atteint 126 $ le baril, son plus haut niveau depuis des années, marquant la plus forte hausse mensuelle des prix du pétrole jamais enregistrée. Plus de 2000 navires se sont retrouvés bloqués dans le golfe Persique sans issue. Les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais ont commencé à se fracturer. Le Japon et la Corée du Sud ont fait face à de graves pénuries de gaz naturel liquéfié. Les secousses provoquées par cette bande d'eau de vin et 1000 se sont fait sentir dans les épiceries et les stations-service de tous les continents. Mais dans le langage de la communication pro-Trump, un choc mondial d'approvisionnement peut toujours être reconditionné en démonstration de force, tant que personne ne demande à voir la facture d'épicerie. Le 13 avril 2026, les États-Unis ont encore intensifié la situation en annonçant un blocus naval complet des ports iraniens. Tout navire se rendant vers la côte sud de l'Iran ou en provenant était susceptible d'être intercepté, arraisonné et forcé de changer de route. Les forces américaines ont ordonné à au moins 38 navires omanais de faire demi-tour. L'Iran a parlé de piraterie. Washington a parlé de pression maximale. Et avec 2 camps enfermés dans des positions dont aucun ne pouvait facilement se retirer, la guerre est entrée dans une phase d'impasse longue, coûteuse et destructrice à l'échelle mondiale, sans issue claire en vue. L'expression « pression maximale » a un certain éclat théâtral jusqu'au moment où la facture arrive et où la sortie de secours manque au scénario.
C'est dans ce contexte que ces 3 navires russes sont entrés à Bandar Anzali le 1er mai. Et la raison pour laquelle ils ont pu le faire, la raison pour laquelle les États-Unis ne peuvent pas les arrêter, ne peuvent pas les intercepter, ne peuvent même pas les menacer légalement, tient à un fait géographique qui change tout. La mer Caspienne est enclavée. Elle est complètement fermée. Elle n'a aucune connexion avec un océan. Elle est entourée de tous côtés par la Russie au nord, l'Iran au sud et les anciennes républiques soviétiques d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Turkménistan à l'est et à l'ouest. Il n'y a aucune base navale américaine sur ces côtes, il n'y a aucun allié de l'OTAN qui l'aborde. La marine américaine, la force maritime la plus puissante de l'histoire humaine, ne peut pas entrer dans la Caspienne sans transit terrestre ou déploiement aérien. 2 options qui exigeraient de traverser des nations souveraines qui n'ont absolument aucune intention d'accorder leur permission. La mer Caspienne est, dans le sens militaire le plus précis du terme, un angle mort complet et permanent du blocus naval occidental contre l'Iran. Aucune publication en lettres majuscules sur un réseau social ne peut faire entrer un destroyer dans une mer enclavée. La Russie le sait depuis longtemps, l'Iran le sait depuis longtemps, et depuis 4 ans, les 2 pays l'exploitent de manière systématique. Il existe un élément historique que la plupart des couvertures de ce conflit ignorent complètement. Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, le corridor de la mer Caspienne est devenu l'une des voies d'approvisionnement militaire clandestine les plus actives de la planète. Les munitions rôdeuses iraniennes Shahed 136, ces drones kamikazes qui frappent depuis des années les villes, les centrales électriques et les infrastructures ukrainiennes, n'étaient pas fabriquées en Russie au départ. Elles étaient fabriquées en Iran, chargées sur des cargos à Bandar Anzali et Amirabad, acheminées vers le nord à travers la Caspienne jusqu'à des ports russes comme Astrakhan, Olia et Makhachkala, puis transportées par rail et par route jusqu'aux lignes de front en Ukraine, par milliers. La Caspienne était la voie par laquelle l'Iran alimentait la machine de guerre russe en Europe. C'était la ligne d'approvisionnement cachée derrière la guerre des drones sous laquelle les Ukrainiens vivent depuis des années. Et maintenant, alors que l'Iran lutte pour sa propre survie contre la même alliance militaire occidentale qui arme l'Ukraine, ce flux s'est inversé. La Russie envoie des armes vers le sud et les navires se déplacent plus vite que jamais. On a dit au monde que les sanctions fermeraient toutes les portes. La Russie et l'Iran ont simplement passé des années à construire une entrée latérale pendant que les caméras restaient fixées sur le portail principal. Les livraisons doivent être comprises dans leur séquence, parce que les 3 navires du 1er mai ne sont pas apparus de nulle part. Ils s'inscrivent dans un schéma qui se construit semaine après semaine, chaque livraison étant plus importante et plus significative que la précédente. Le 17 avril 2026, 15 jours avant le convoi qui a déclenché cette histoire, un cargo russe de type roulier nommé Volga Bogatyr a accosté à Bandar Anzali après un voyage de 62 heures depuis le port russe d'Astrakhan. Les navires rouliers sont spécialement conçus pour la logistique militaire, contrairement aux cargos standards qui nécessitent des grues et des équipements portuaires pour décharger des conteneurs. Un navire roulier possède des rampes intégrées qui permettent aux véhicules militaires à roues et à chenilles de monter et descendre directement. Pas de délai, pas d'infrastructure portuaire spécialisée nécessaire, pas de grue susceptible d'être détruite par une frappe aérienne, juste une rampe et du matériel militaire qui descend sur le sol iranien. Le Volga Bogatyr transportait plus de 400 tonnes d'équipements militaires, la plus importante livraison de réapprovisionnement unique à l'Iran depuis le début de la guerre, 49 jours plus tôt. À ce moment-là, les images satellites ont capté les suites de l'opération avec une précision remarquable. Des camions militaires descendant directement des rampes du navire sur le pavé iranien, formant un convoi de véhicules blindés, de composants d'artillerie et de remorques à plateau s'étirant sur près de 2 km, en direction du sud vers Téhéran. L'analyse du renseignement occidental a identifié la cargaison comme comprenant des pièces de rechange pour des chars de combat principaux de 72 de fabrication russe, des composants mécaniques pour des véhicules de combat d'infanterie de la série BMP et des milliers d'obus d'artillerie de 152 mm.
L'Iran exploite environ 480 chars 72, mais à la mi-avril, l'attrition au combat et les défaillances de maintenance avaient laissé moins de 60% de cette flotte opérationnelle. La Russie a envoyé à l'Iran les pièces nécessaires pour remettre ses chars dans le combat. Voilà ce qu'il y a de gênant avec la logistique. Elle n'applaudit pas dans les rassemblements, mais elle décide souvent qui peut continuer à se battre une fois les applaudissements retombés. 2 jours plus tard, le 19 avril, 2 autres cargos militaires russes ont accosté à Bandar Anzali à 40 minutes d'intervalle. 40 minutes. 2 navires distincts arrivant dans le même port iranien dans une fenêtre de 40 minutes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la logistique synchronisée. C'est une chaîne d'approvisionnement optimisée en conditions de guerre où les calendriers de chargement à Astrakhan, les temps de navigation à travers la Caspienne et les créneaux d'accostage à Bandar Anzali sont coordonnés avec la précision d'une opération militaire. Parce que c'est exactement ce que c'est. À la fin avril, la présence maritime russe dans les ports iraniens de la Caspienne avait atteint un volume que les analystes décrivaient comme un véritable groupement logistique au port iranien d'Amirabad, devenu le principal centre opérationnel après la frappe israélienne contre Bandar Anzali le 18 mars. Les données de surveillance ont identifié au moins 10 cargos russes ou liés à la Russie, soit à quai, soit ancrés au large, soit en approche. Les noms comptants: le Polarislava, le Polar Feda, le Baku Breeze, le Polar Sofia, le Valentina Mirouf, le Khalidva, l'Omsky 109, le Pano Zero Fiv et le Portoliatou en approche depuis le nord. Plusieurs navires de ce groupe avaient désactivé leurs transpondeurs AIS, leur balise de système d'identification automatique, l'équivalent maritime du transpondeur d'un avion, passant délibérément dans l'ombre pour empêcher leur suivi. Ce ne sont pas des bateaux de pêche, ce ne sont pas des cargos commerciaux engagés dans un commerce de routine. Ce sont des navires qui dissimulent activement leurs mouvements tout en livrant du fret à un pays soumis au siège militaire de la marine américaine. Et quelque part, un briefing peut encore proclamer une visibilité totale parce que la confiance est beaucoup plus facile à imprimer que la couverture du renseignement. Puis, du 30 avril au 1er mai, est survenu l'événement qui a ouvert cette histoire. 3 autres navires sont arrivés à Bandar Anzali dans une fenêtre coordonnée de 24 heures. À ce stade, le schéma est indéniable. La fréquence augmente, le volume augmente, la sophistication de l'opération augmente. Quelqu'un exploite ce corridor avec une intention stratégique et il ne ralentit pas. La question suivante est de savoir ce que les analystes croient réellement voir passer par ce corridor. Bien que la cargaison précise du convoi du Némé n'ait pas été officiellement confirmée, le portrait du renseignement construit à partir des livraisons précédentes et des évaluations d'interception est suffisamment détaillé pour être alarmant. Les systèmes de missiles antiaériens figurent en tête de la liste des éléments soupçonnés. Le réseau de défense aérienne iranien a été systématiquement dégradé par 9 semaines de frappes aériennes américaines et israéliennes et le rétablissement d'une couverture de missiles solaires autour des principaux sites militaires et gouvernementaux est l'une des priorités les plus urgentes de Téhéran. Les systèmes de défense aérienne portables, les MANPADS, constituent une autre catégorie soupçonnée. Ce sont des armes qu'un soldat peut transporter et tirer, capables d'abattre des hélicoptères et des appareils volants à basse altitude, et extrêmement difficiles à suivre ou à contrôler une fois qu'elles entrent dans une zone de conflit. Les autres cargaisons soupçonnées comprennent des composants destinés à la production de missiles balistiques à longue portée, ainsi que des composants ou des exemplaires finis du drone d'attaque russe Gérant 2. Ce dernier élément mérite un moment d'explication à lui seul, parce que l'histoire qui le sous-tend ne ressemble à rien dans l'histoire militaire moderne. Le Shahed 136. L'Iran l'a conçu, l'Iran l'a construit, l'Iran en a expédié des milliers vers le nord, à travers la Caspienne, vers la Russie, à partir de 2022. Et ces drones sont ensuite devenus l'une des armes emblématiques de la guerre en Ukraine. Peu coûteux, lents, mais efficaces pour saturer les défenses aériennes par leur simple nombre. La Russie a appelé sa version le Gérant 2, ce qui signifie géranium 2 en russe. Un nom volontairement banal pour une arme qui cause d'énormes destructions. Mais c'est ici que l'histoire devient extraordinaire. La Russie n'a pas seulement utilisé le Shahed.
Des ingénieurs russes l'ont étudié, modifié, ont amélioré ses systèmes de guidage, prolongé sa portée et, dans certains cas, augmenté la capacité de sa charge explosive. Et selon des informations du Financial Times et du renseignement ukrainien, la Russie a maintenant commencé à expédier le gérant de cette version améliorée par la Russie du propre drone iranien vers le sud à travers la Caspienne en direction de l'Iran. Une arme inventée par l'Iran, perfectionnée par la Russie, qui revient maintenant à son lieu d'origine sous une forme améliorée. Apparemment, même les armes peuvent avoir un programme d'échange plus fonctionnel que les slogans diplomatiques utilisés pour expliquer cette guerre. La boucle de développement des armes entre ces deux pays est devenue entièrement circulaire, entièrement autonome et indépendante de toute chaîne d'approvisionnement ou technologie occidentale. Construire cela a pris des années de relations, des années de résistance aux sanctions, des années d'ingénieurs de deux pays partageant leur savoir technique à travers une mer enclavée pendant que le monde regardait ailleurs. Et maintenant, cette boucle produit des armes dans les deux directions à la fois, des drones frappant des villes ukrainiennes à partir de conception iranienne et des batteries de missiles iraniennes recevant des composants russes issus d'une ingénierie partagée. On ne peut pas sanctionner son chemin hors d'une boucle qui ne touche pas son système financier et qui ne dépend d'aucun composant que l'on contrôle. C'est la différence inconfortable entre une politique comme performance et une politique comme architecture. La frappe israélienne du 18 mars explique pourquoi le corridor s'est adapté, mais n'a pas été brisé. Ce jour-là, des avions de l'armée de l'air israélienne ont frappé des cibles à Bandar Anzali, dans ce qui a été décrit à l'époque comme la première opération de Tsahal à atteindre la mer Caspienne. Les frappes ont visé des navires de la marine iranienne dans le port, des installations de base et ce que des responsables israéliens ont qualifié d'infrastructures directement liées au corridor d'approvisionnement militaire Russie-Iran. C'était une escalade importante, élargissant un conflit centré sur le golfe Persique et le détroit d'Ormuz jusqu'à la côte nord de l'Iran, à plus de 1000 milles du principal théâtre d'opération. Le message d'Israël était clair. Il connaissait la route caspienne. Il savait ce qui y circulait et il était prêt à aller aussi loin que nécessaire pour la perturber. Les frappes ont causé de vrais dommages. Elles ont détruit des navires de la marine iranienne basés à Bandar Anzali, perturbé les opérations portuaires et réduit temporairement le débit du corridor, mais elles ne l'ont pas brisé. En quelques jours, le trafic maritime s'est déplacé vers Amirabad. La route s'est adaptée et Amirabad, plus à l'est le long de la côte caspienne, est plus difficile à atteindre avec les mêmes profils de trajectoire de vol utilisés contre Bandar Anzali et est devenu le nouveau centre principal. Au moment où le groupe de 10 navires est apparu à la fin avril, il était entièrement centré sur Amirabad. C'était la preuve que la perturbation provoquée par les frappes du 18 mars avait été absorbée et contournée. Il existe aussi une contrainte politique majeure à de nouvelles frappes israéliennes contre les infrastructures caspiennes. Certains navires de ce corridor battent pavillon russe, certains transportent des équipages russes. Une frappe qui tuerait des ressortissants russes ou détruirait un navire officiellement immatriculé en Russie créerait un incident militaire direct entre la Russie et Israël. C'est quelque chose qu'aucun des deux pays ne souhaite actuellement et quelque chose qui pourrait pousser Moscou à abandonner sa politique de retenue officielle et à répondre d'une manière qui ferait considérablement escalader ce conflit dans des directions difficiles à prévoir. Israël le comprend, la Russie le comprend, et ainsi les navires continuent d'avancer, protégés en partie par la complexité diplomatique même que leur présence crée. Le blocus peut être présenté comme absolu, mais les petits caractères semblent devenir très prudents quand un pavillon russe entre dans le cadre. Le tableau stratégique complet du rôle de la Russie dans cette guerre est plus nuancé et plus dangereux que ce que la plupart des grands médias saisissent. La Russie joue deux parties simultanément dans ce conflit. Dans la partie publique, Moscou est la grande puissance préoccupée qui appelle à la désescalade, exprime son inquiétude quant à l'impact économique mondial de la fermeture d'Ormuz et préserve soigneusement sa relation diplomatique avec les États-Unis de Donald Trump, une relation qui montrait de fragiles signes d'amélioration avant que cette guerre ne complique tout.
La Russie a voté présent plutôt que d'opposer son veto lors de certaines discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Des responsables russes ont fait des déclarations sur l'importance du droit international et de la liberté de navigation. Sergueï Lavrov a passé des appels téléphoniques. Dans la partie privée, la vraie partie, les cargos russes chargés à Astrakhan toutes les 48 à 72 heures avant de naviguer vers le sud. Moscou comprend une chose avec une clarté absolue. Il ne peut pas se permettre que l'Iran soit défait. Ni stratégiquement, ni économiquement, ni géopolitiquement. L'Iran n'est pas seulement un allié pour la Russie. L'Iran est une condition structurelle de toute la position stratégique de la Russie dans l'ordre mondial actuel. Le scénario public parle de retenue, le calendrier maritime dit quelque chose de beaucoup plus honnête. Un Iran aligné sur l'Occident ou soumis à un changement de régime signifierait l'ouverture potentielle de la rive sud de la Caspienne à l'influence occidentale, possiblement avec le temps, à une présence militaire adjacente à l'OTAN. Cela signifierait la mort du corridor international de transport nord-sud, l'immense projet d'infrastructure censé relier la Russie à l'océan Indien par le territoire iranien, donnant à Moscou un accès maritime direct à l'Asie du Sud, sans passer par un goulet d'étranglement contrôlé par l'Occident. Cela signifierait la perte d'un partenaire crucial dans le contournement des sanctions. L'Iran et la Russie développent depuis des années des architectures financières parallèles conçues pour contourner le système bancaire SWIFT et le commerce libellé en dollars. Ces systèmes dépendent l'un de l'autre et la défaite de l'Iran entraînerait un changement fondamental dans l'équilibre du monde multipolaire que Poutine a passé ses 3e et 4e mandats présidentiels à tenter de construire. Un Iran défait serait une catastrophe pour la Russie à une échelle que la perte de terrain en Ukraine n'atteindrait pas. Alors, la Russie aide. Elle le fait discrètement. Elle le fait à travers des cargos à la propriété obscurcie. Elle le fait à travers des navires qui éteignent leurs transpondeurs. Elle le fait à travers une mer où la marine américaine ne peut pas entrer et que les sanctions occidentales ne peuvent pas atteindre efficacement. Et elle le fait tout en maintenant juste assez de distance diplomatique pour éviter de déclencher une confrontation militaire directe avec Washington. C'est la partie qu'aucune formule de campagne ne peut simplifier. Moscou ne réagit pas au titre du jour. Elle protège le système qui se trouve dessous. Il existe une autre dimension que presque personne ne couvre, la flotte fantôme. Dans la guerre Russie-Ukraine, ce terme est généralement utilisé dans le contexte du trafic de pétrole. La Russie exploite une vaste flotte de pétroliers plus anciens, souvent mal entretenus, sous pavillon de complaisance. Panama, Comores, Gabon et autres, avec des structures de propriété délibérément obscurcies par des couches de société, écrans et de juridictions qui ne coopèrent pas avec l'application des sanctions occidentales. Ces navires transportent du pétrole russe à travers le monde en défiant le plafond de prix du XEPT et les sanctions occidentales, et ils y sont remarquablement parvenus. Ce que les analystes du renseignement ont maintenant documenté, c'est que des éléments de cette même infrastructure de flotte fantôme ont été adaptés pour le corridor caspien. Des navires à propriété opaque, opérant sous pavillon iranien et russe, désactivant leurs transpondeurs AIS et, dans certains cas, menant des transferts de cargaison de navire à navire au milieu de la Caspienne. Du fret déplacé entre des navires au mouillage, loin des infrastructures portuaires, loin des fenêtres de couverture satellite, dans l'obscurité. C'est la fusion de la technologie de contournement des sanctions avec le réapprovisionnement militaire actif en temps de guerre. C'est l'opération logistique clandestine la plus sophistiquée actuellement en cours sur Terre. Et elle se déroule sur une étendue d'eau à laquelle la plupart des gens qui suivent cette guerre n'ont jamais pensé une seule fois. Le slogan dit que le système est isolé. Les navires disent que le système a appris à disparaître. Une autre couche, que presque rien dans la couverture médiatique dominante n'aborde, est l'architecture financière qui rend tout cela possible. L'une des raisons pour lesquelles le corridor caspien est si difficile à fermer n'est pas seulement géographique, elle est financière. La Russie et l'Iran ont passé des années à construire des systèmes de paiement alternatifs qui ne dépendent pas de SWIFT, le réseau international de messagerie financière que l'Occident a utilisé avec un effet dévastateur lorsqu'il a sanctionné la Russie après 2022. L'Iran avait été exclu de SWIFT encore plus tôt, après le rétablissement des sanctions américaines en 2018.
Les deux pays ont été forcés, par pure nécessité de survie, de développer des solutions de contournement, accords bilatéraux d'échange de devises, arrangements commerciaux de type troc, transactions adossées à l'or et coordination approfondie avec le système chinois CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier, que Pékin développe discrètement depuis des années comme alternative à SWIFT. Le résultat, c'est que lorsqu'un cargo russe livre du matériel militaire à Bandar Anzali, le règlement financier de cette transaction, quelle qu'en soit la forme, peut ne passer par aucune institution que les autorités occidentales chargées des sanctions peuvent surveiller ou geler. La cargaison se déplace dans le monde physique. Le paiement passe par une architecture financière parallèle que les régulateurs occidentaux ne peuvent voir qu'en partie et contrôler encore moins. On ne peut pas sanctionner une transaction qui ne touche pas son système bancaire. On ne peut pas geler des actifs détenus dans des devises et des systèmes qu'on ne contrôle pas. Le corridor caspien n'est pas seulement un angle mort géographique pour la puissance militaire occidentale. C'est aussi un angle mort financier. Et cette combinaison, l'inaccessibilité géographique superposée à l'opacité financière, est précisément la raison pour laquelle ce corridor a survécu à toutes les tentatives de perturbation et pourquoi il continuera de fonctionner longtemps après la fin de cette histoire. Une sanction fait beaucoup de bruit lorsqu'elle est annoncée, elle fait un son très différent lorsque le paiement ne passe jamais dans la pièce. Cela ramène l'attention au 1 mai 2026, aux 3 navires à Bandar Anzali et à la question qui compte le plus. À quoi ressemble réellement la réponse occidentale ? Quiconque suppose que les États-Unis peuvent simplement fermer ce corridor de la même manière qu'ils essaient de fermer les ports du sud de l'Iran se heurte à la même réponse. Ils ne le peuvent pas avec les outils dont ils disposent actuellement. Les barrières juridiques et militaires sont réelles, aucun navire de guerre américain dans la Caspienne, aucune autorité légale pour intercepter des navires dans une mer enclavée entourée de nations non alliées. De nouvelles frappes israéliennes contre les infrastructures caspiennes comportent le risque de toucher des actifs russes et de déclencher un incident militaire Russie-Israël qu'aucun des deux camps ne souhaite, mais qui pourrait exploser de manière imprévisible. Les sanctions contre les navires de la flotte fantôme sont difficiles à faire respecter lorsque les structures de propriété sont délibérément obscurcies et que les transactions ne touchent pas les systèmes financiers occidentaux. C'est ici que le vocabulaire de l'homme fort devient silencieux, parce que la géographie ne négocie pas avec l'image de marque. Les États-Unis et leurs alliés ne sont pas sans option. La surveillance par satellite peut suivre les mouvements des navires, construire le portrait du renseignement et fournir des données de ciblage si la décision de frapper est prise. La pression diplomatique sur l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, les nations caspiennes les plus intégrées au système économique occidentaux, pourraient théoriquement réduire leur volonté de servir de point de transit ou de fermer les yeux. Des cyberopérations contre les systèmes de gestion portuaire ou la coordination logistique maritime ont été utilisées dans d'autres contextes. Mais aucune de ces options n'est rapide, aucune n'est décisive et toutes comportent des risques d'escalade que la situation actuelle, déjà à des niveaux de danger extraordinaires, pourrait ne pas être capable d'absorber. Alors les navires naviguent, la cargaison arrive et l'Iran, malgré 9 semaines de la campagne militaire la plus intense menée contre lui dans l'histoire moderne, malgré un blocus naval imposé par la marine la plus puissante du monde, malgré des frappes israéliennes contre ces infrastructures du golfe Persique à la mer Caspienne, n'a pas été totalement isolé. Il dispose d'une ligne de vie et cette ligne de vie parcourt 62 heures vers le nord de Bandar Anzali à Astrakhan à travers une étendue d'eau que le monde a oublié de surveiller. Pour une stratégie vendue comme un contrôle total, il est remarquable de voir à quel point elle dépend de l'ignorance de la route qui fonctionne encore. Voilà ce que les 3 navires du 1 mai représentent réellement lorsque l'ensemble du tableau apparaît. Ils représentent la preuve opérationnelle d'un nouveau type de compétition entre grandes puissances. Une compétition où le champ de bataille n'est pas seulement militaire, mais aussi logistique, infrastructurel et financier. La Russie et l'Iran n'ont pas construit le corridor caspien en réponse à cette guerre. Ils l'ont construit au fil des années, discrètement, délibérément, pendant que le monde regardait ailleurs. Ils l'ont construit parce qu'ils avaient compris que dans un conflit avec l'Occident, le camp qui peut maintenir ses chaînes d'approvisionnement sous pression maximale
est celui qui peut continuer à se battre. Ils ont bâti une relation fondée sur les sanctions mutuelles, l'isolement mutuel et la compréhension profondément pratique qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour survivre dans un monde où les États-Unis contrôlent les systèmes financiers et maritimes dominants et ce qu'ils ont construit fonctionne. 3 navires en 24 heures, transportant des centaines de tonnes d'équipements militaires, arrivant dans un port que les marines occidentales ne peuvent pas atteindre, sur une mer qu'aucun blocus ne touche. Les images satellites peuvent le voir, les analystes du renseignement peuvent le documenter, mais l'arrêter est une toute autre affaire. Une caméra peut voir une ligne de vie, elle ne peut toujours pas la couper. La mer Caspienne, enclavée, froide, enveloppée de brouillard la moitié de l'année, invisible pour la plupart du monde qui regarde cette guerre se dérouler sur des écrans montrant des cartes du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Et en ce moment, en mai 2026, l'une des étendues d'eau les plus stratégiquement importantes de la planète. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.